toi. Non, je te vois pas. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 11, si je m'abuse, puisqu'on n'a pas eu d'épisode la semaine dernière, nous nous en excusons, nous avons eu des empêchements. Comment ça va C'est au moins Manu? un pote. Oui, mais bon, Ça va on bien, ça va n'expliquera bien, pas et les toi? backstage. Ça va bien, et toi? Bah très bien. Tu te rappelles un peu ce qu'on avait fait la semaine dernière ou pas? Je me rappelle ce qu'on avait fait il y a La deux semaine de semaines. il y a Du deux coup. semaines, oui, pardon. Ouais, on Ouais. avait bossé sur les collections, Ouais, notamment sur les vecteurs. c'est ça. Bon, on va faire un petit récapitulatif sous forme de dessin, parce que j'aime bien les dessins, de ce qu'on a pu apprendre la semaine dernière. Et comme ça va nous permettre d'aller sur le sujet suivant, donc le sujet d'aujourd'hui, qui va être les maps. On va faire un stream assez court, on finira à 13h30 aujourd'hui. Donc on n'aura pas grand-chose d'expliquer, mais on va essayer de l'expliquer bien. Ça me va. Donc une collection, c'est en fait un tableau où on va avoir des éléments qui vont se suivre. Chaque élément qui est dans ce tableau doit être du même type parce qu'il doit avoir la même taille pour qu'on puisse passer d'un élément à un autre. Tu te rappelles de ça? Ouais. Tu te rappelles aussi que on avait la possibilité d'aller chercher un index dans le tableau pour aller récupérer l'élément qui était dedans. Ouais. Mais que on avait une autre manière de faire les choses, c'était d'appeler la méthode get de l'index, donc l'index 1 par exemple, et ça nous renvoyait une option de l'élément. Donc là, c'était option 2, donc c'est somme de 2, pardon. Oui, ce qui permettait d'éviter d'avoir un panique si jamais Ce on qui allait taper sur un évitait, index qui était ce qui supérieur. évitait que si on allait taper ici, bah, on n'allait pas lire la mémoire qui ne nous appartenait pas, parce que Rust est toujours safe en mémoire. Ok? Ok. Et on avait vu que on avait la possibilité d'aller mettre un curseur, et ce curseur c'était soit une référence mutable, qui permettait de pouvoir modifier les éléments au fur et à mesure qu'on était en train de se balader dans le tableau. Et Mm. pareil, on avait get et on avait getMut qui permettait d'aller modifier l'élément qu'on voulait. Donc si on faisait getMut étoile 4, bah en fait notre tableau il devenait 4, 3, 4. Oui. Ça va toujours? Ensuite, on a vu que on pouvait prendre le tableau et qu'on pouvait en faire un itérateur. Donc on le passait dans un itérateur. Et en fonction de la manière dont on avait fait l'itérateur, donc tu avais le into iter, iter et itermut, soit le machin il prenait carrément tout le tableau, donc c'était vraiment, tu déplaçais le tableau dans l'itérateur, soit il avait une référence sur le tableau, merde, c'est chiant à faire les espertulettes, soit il avait une référence sur le tableau, soit il avait une référence mutable sur le tableau. Tu te rappelles de ça? Ouais, le iter et le itermut. Exactement. Et du coup, on pouvait faire du next pour avoir le prochain, ce qui renvoyait soit l'index, Oui, soit un node quand tu arrivais à la fin. c'est ça. Mais ce qu'on avait vu surtout, c'est qu'on pouvait faire des transformations, parce qu'on avait pu faire plus un sur les différents éléments, et on avait pu faire également du filtrage. Mm. Puis après, on avait la méthode collect magique qui nous faisait tout le bordel. Avec le filter et le map, du coup, ou le filter map, qui C'est prenait une closure. c'est ça. Donc, il prenait une closure. Donc ça, c'est cool. C'est les collections. Donc ça veut dire que... Enfin, c'est les collections qu'on appelle des collections ordonnées. Ordonnées, pourquoi? Bah parce que, en fait, on sait quelle est la place du 1, on sait quelle est la place du 2, du 3 et du 4.
Et ces places-là sont définies par soit l'utilisateur, soit le programme, mais en tout cas, on sait à quel endroit tels éléments vont être. C'est Ok. cool, mais quand on a besoin d'aller rechercher un élément, donc par exemple, si je te demande est-ce qu'il y a un 3 dans le tableau, tu vas devoir partir du début du tableau et avancer de proche en proche jusqu'à trouver un 3. Et si je te demande trouve-moi tous les 3 dans le tableau, bah, tu vas devoir te déplacer dans tous les éléments de ton tableau. Ce qui peut être très lent en fonction de ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est là où on va aborder les hashmaps ou pas? Exactement. C'est Qui est exactement ça. qui est un problématique dans tous les langages, ouais, effectivement. Et donc maintenant que tu as sorti le gros mot, on va voir les maps. La HMAP n'étant qu'une, comment on va dire, une spécificité, enfin une variante, pardon, de map. Ouais. La HMAP, enfin la map, c'est une collection, donc la même collection que l'on a depuis tout à l'heure, sauf que dans cette collection, par exemple, on va dire que tous les éléments sont non définis. Tu vois que ma collection, elle a une taille finie. Elle a une taille de 4. Ok. Si je veux placer, par exemple, le chiffre 1 dans ma collection, bah, je vais dire qu'elle va aller à la place numéro 1. Ça Ok. semble logique. Si je veux placer le 2, je vais le placer à la position 2. Ça semble logique aussi. Mais si je Ouais. veux placer 5, je le mets où? Je ne vais pas le mettre là. Il n'y a pas de place. Il est en dehors du truc. Donc comment on fait? On fait ce qu'on appelle de l'arithmétique modulaire. Et l'arithmétique modulaire, c'est en fait, tu vas faire la division euclidienne par rapport à la taille de ton truc. Et donc là, par exemple, ta taille, elle est de 4. Donc si tu fais la division euclidienne de ça, en fait, tu vas t'apercevoir que ton 5, il va se retrouver ici aussi. Ok. Ok? C'est moi qui sors les gros mots avec hashmap, mais t'as quand même sorti arithmétique. Comment t'as dit déjà? Arithmétique Arithmétique modulaire. modulaire. Ok. Arithmétique modulaire, c'est parce qu'en fait, si tu mets tes chiffres sur un cercle Ouais. et que tu cherches le chiffre 6, bah le chiffre 6, il a la même place que le 0. C'est comme les horloges en fait. Midi et Ah minuit, ouais, c'est la t'as une même sorte chose. de. Ok. T'as une sorte de couche en fait qui se rajoute en fonction du chiffre. Ok. C'est ça. Et en fait, tu peux tourner autant que tu veux, tu peux aller jusqu'à plus l'infini sur ton cercle. Mais en fait, ton chemin, lui, il n'aura pas une taille infinie. Ce qui permet de pouvoir stocker beaucoup de choses dans peu de place. Ok. Ce qui fait que, en gros, j'imagine que quand tu parcours ton cercle et que tu dois aller à 6, Ouais, plutôt que de faire tout le tour en faisant 0, 1, 2, 3, 1, 2, 5 et puis ensuite remonter 6, tu fais 0, 6 directement. en fait, tu fais 6 division euclidienne par 6. Et ça te donne 0. Le 0, tu l'as là. Ok. C'est pas trop complexe, mais c'est très très Jusque- utile. Jusque-là, ça va, mais c'est vrai que je vois pas bien tout de suite l'utilisation de ce truc-là. J'y viens. C'est marrant de pouvoir stocker des chiffres. Bah là, on arrive à stocker des chiffres. On est content. On est capable de dire dans quelle colonne le chiffre va se trouver. Donc le 1 et le 5 sera à l'index 1, par exemple. Et du coup, après, une fois qu'on est arrivé là, en fait, il faut voir que ça, c'est une autre collection qui va dans l'autre sens, qui, elle, peut grandir autant qu'on veut. En fait, tu as une Ok. collection horizontale, qui est la map que tu es en train de manipuler quand tu es en train de te balader avec ton code.
Et en plus de ta map horizontale, tu as des maps verticaux, enfin, tu as des tableaux verticaux qui vont se créer. Ils sont du coup, eux, alors je sais pas comment c'est fait dessous par Rust, mais qui sont du coup des vecteurs Qui dans peuvent être des la. vecteurs, ouais, mais qui peuvent être autre chose. Ça dépend en fait des algorithmes qui sont appliqués derrière. Ok. Mais Mais en là, gros, ça je te ça donne crée le des grosso variables. modo de pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder à montrer tout ce que j'ai montré dans le code tout à l'heure. Ok. Parce que moi, quand j'ai appris ça, je fais, mais pourquoi je fais ça en fait? Je comprends pas. Donc c'est cool, on a des chiffres. Mais si tu veux stocker des choses plus compliquées que des chiffres, genre par exemple une chaîne de caractères, tu fais comment pour lui trouver une place dans le tableau horizontal? Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que tu fais la division euclidienne de la position dans l'alphabet? Enfin, ou dans l'alphabet, ou Tu, dans. tu peux, tu peux. Mais c'est pas comme ça que c'est gaulé. En fait, si d'une manière générale, si tu as envie de faire un truc extrêmement générique, tu vas utiliser ce qu'on appelle une fonction de hachage. Et la Hmm. fonction de hachage, c'est un truc qui sait comment faire des trucs. Et qui va transformer ton chat en un nombre. Qui est déterministe. Le même mot donnera toujours le même nombre avec la même fonction d'achat. Exactement. Tu fais le cours, c'est parfait. Cet algorithme a comme caractéristique d'aller vite, d'être unique. Donc il n'y a pas de collision entre les différents éléments. Et du coup, à partir de là, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire le modulo. Donc la division euclidienne par la taille de ta collection. Et du coup, aller déplacer ton chat à l'endroit où il doit aller. Donc là, je sais pas, moi par exemple, ça peut faire 3 par exemple. Et du coup, ton chat va aller se placer là. Mais si tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu es en train de manipuler, bah, il va falloir trouver un moyen de récupérer tes éléments par rapport à ce que tu es en train de stocker. Parce que là, en fait, on est en train de stocker ce qu'on appelle des clés. Mais on ne lui a pas ajouté de valeur. Donc là, pour l'instant, en fait, on a uniquement stocké des chiffres dans des tableaux de tableaux et on peut rien faire d'autre à part ça. Mais si tu Ok. dis que mon chat, il correspond à, je sais pas moi, une structure, pas moi, propriétaire, bah non, je sais pas, animal. Ouais, voilà. Si dans ta map, tu viens lui dire que en plus, tu as l'animal qui est associé au chat, bah en fait, tu vas venir récupérer ton chat. Et quand tu auras récupéré ton chat, tu auras gratuitement l'animal qui est stocké juste à côté. Est-ce que tu vois l'idée? Ok, ok. C'est vrai que naïvement, moi je me serais dit que ça pourrait être intéressant de stocker des adresses mémoire directement. Et Hmm. ensuite, pour pouvoir y accéder, dans un deuxième temps, je sais pas exactement comment c'est gaulé dessous, mais pour pouvoir y accéder dans un deuxième temps. Là, le fait qu'il y ait un chat et animal, c'est pour faire quoi exactement? Bah, En gros, là, on en a. gros, tu as dit que le chat, Ouais, c'est ta clé. ouais. Et donc, si maintenant tu veux rechercher dans quelle Ah, la valeur, colonne, c'est animal du coup. et ta valeur, c'est animal, ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, dans le système clé-valeur, chat est la clé, animal, c'est la valeur. Ok, Exactement. j'avais pas pris. Ok. Et donc en fait, ça va te permettre d'éliminer toutes les colonnes qui sont là. Tu sais que tu n'auras jamais ton chat dans ces colonnes-là, parce qu'elle ne correspondra pas au même H. Donc ça veut Et du coup, dire on que lorsque récupère. toi tu Ok. vas... Oui, pardon.
Non, non, pardon, je te coupe, mais ce qui fait qu'en fait, toi, ensuite, tu vas itérer dans une liste comme tu l'as fait tout à l'heure, Ouais, à chaque fois en avançant de 1, mais uniquement sur la liste qui est contenue dans c'est ça. l'index 4, là, dans notre cas. Et en Je plus, on crois. va avoir une relation d'ordre qui va arriver pour un petit peu améliorer les choses. Si par exemple, donc là, tu as ton H de chat qui vaut ça, mais si tu as le H de chien qui vaut, donne-moi un nombre, allez, 55 322, c'est plus grand ou plus petit? C'est plus petit. Bah en Plus fait, grand. non, il y a 6 chiffres en haut, il y a 5 chiffres en bas. Ah, pardon, j'ai pas vu. Ouais, ok. Ouais, je suis mauvais en maths, mais. T'inquiète, j'arrive pas à sectionner ce que je veux. En fait, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que ce chien-là, il est plus petit en taille, bah, on va aller le mettre juste avant. Et comme ça, en fait, vu que on est en train de rechercher un nombre qui est grand, bah, on sait que ce qu'on est en train de chercher n'est pas forcément après, avant, pardon. Comme après, tu as des algorithmes qui vont aller taper dans le truc, qui vont découper en deux le truc. En fait, tu vas pouvoir éliminer très très vite des positions pour aller le plus vite possible en fait à l'élément que tu recherches. Ah ouais, et en fait, potentiellement, en fonction des extrémums et Mm. du nombre d'éléments que tu as dans la liste, tu pars soit du début, soit de la fin, et ensuite, ok. Il y a plein d'algorithmes. Et en fait, je suis obligé de t'expliquer tout ce bordel parce que quand tu vas vouloir utiliser quelque chose en Rust, il va te demander plein de contraintes à la con que tu ne comprends pas forcément, mais qui sont nécessaires parce que justement, il y a tous ces mécanismes internes derrière. Et moi, Ok. mon but, c'est pas de te montrer la documentation de Rust, ça n'a aucun intérêt. C'est de te faire comprendre pourquoi est-ce que Rust te demande certaines garanties que quand tu es en train de manipuler par exemple du Python, on te demande pas, on s'en fout en fait. On te laisse faire ta vie avec ton dictionnaire. Et pourtant, bah, la HMAP de Rust et le dictionnaire, c'est exactement la même chose. C'est juste que en présentation de données vis-à-vis de l'utilisateur, le Python va te cacher énormément de choses que le Rust Mm. va t'imposer de rendre explicite. Ok. Ok. Là, ce qu'on est en train de voir là, euh, c'est quel que soit le langage, on est C'est d'accord. quel que soit le langage. Ouais. Ouais, c'est le Là, fonctionnement là, d'une map là, là, classique je fais du vraiment une langage. explication de comment est-ce que en fait l'informatique fonctionne globalement. C'est très bien, hein, parce que je savais pas du tout ça. Hein, On peut aller à la top. pratique, comme ça on aura un peu de temps Allez. jusqu'à 13h30. Ah, je n'ai toujours pas le join qui s'est fait. Attends, je Ouais, vais voir. réessaye de join. Ou alors, attends, je vais. Hop, host une La nouvelle session a session. expiré, ouais. Ouais, je viens de l'enlever et je vais en refaire une nouvelle, comme ça, on ne sera pas limité dans le temps. Bon, bah là on est bien, hein, je pense. 78-20. On va se faire ouais, hacker notre session. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Ah, très bien. Bah, on est baisé alors, hein. Ouais, je crois bien. Merde. Attends, j'en Bon, fais une bah, nouvelle. je vais faire la présentation sans le code with me. C'est pas grave. Comment on va faire ça? Alors, attends. Je viens d'en faire une nouvelle, mais. Navré les gens. Je sais pas s'il y a du monde. Il y a une personne. Il y a une personne. Félicitations à lui. Playground.
this window. Hop là. Bon bah navré, hein, tu vas devoir suivre sur le Ça viendra. Discord. Est-ce que ça te va la taille ou j'agrandis? Je vais agrandir un peu. Ouais, fouillard. Tac. C'est bon? Ouais, c'est bien. Alors, donc en Rust. Désolé, tu pourras pas manipuler, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour déclarer une map en Rust, en fait, on va avoir deux types de maps principales. On va avoir les hashmaps et on va avoir les b-tree maps. On va utiliser aujourd'hui que les hashmaps parce que ça va nous simplifier grandement la vie sur les explications. Mais disons que la différence entre hashmap et b-tree map, c'est la manière dont les données sont stockées. Donc là, je t'ai montré comment, grosso modo, marchait une hashmap. La b-tree map a un algorithme différent, mais l'API présentée à l'utilisateur sera la même. OK? Ok. Et dans quel cas on choisit l'une plutôt, Les plutôt que l'autre? performances, la taille de tes données. Ok. Taille de ce que tu stockes, la taille de tes données et les opérations que tu fais sur ta collection. Ok. Donc pour définir une map en Rust, on a toujours el famoso let je déclare quelque chose. Et du coup, la librairie standard va nous fournir des hashmaps et des hashsets. On va voir les hashsets en premier parce que c'est ce que au début j'ai présenté. Donc un hashset, ça va être une map, mais une map un peu spéciale qui en fait n'a que donc si par exemple on fait une hashmap de... Ah oui, on n'a pas le droit de faire ça comme ça, il faut le faire comme ça. Hop. Qui va avoir en fait que un seul type, qui va être le type de la clé. Et en fait, cette hashmap, elle va permettre hashset, pardon, va permettre de pouvoir ajouter des éléments dedans. Donc si par exemple ici, je viens insérer une donnée, on insère 42 par exemple, si on affiche le contenu de notre map, on va avoir le contenu de notre map comme étant un set qui contient 42. Un set, c'est quelque chose, c'est une liste en fait qui n'a pas plusieurs fois le même élément. Donc si par exemple on rajoute 78 dedans, tu vois que maintenant notre set va avoir 42 et 78. Si on essaye d'insérer deux fois 42, on aura uniquement 42 et 78 dedans. Donc ça c'est un set. Ouais, et on l'utilise, enfin moi j'utilise régulièrement, notamment cast un set sur une liste pour avoir uniquement les valeurs uniques. C'est ça. C'est pour dédupliquer en fait les éléments. Dédupliquer, merci, j'avais plus le terme. Et donc ce truc-là, en fait, va fonctionner de la même manière que ce que j'ai raconté tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir calculer le hash de ce qu'on est en train de vouloir stocker et lui demander est-ce que dans la map, il y a déjà le truc qui existe. S'il existe déjà, bah, je ne vais pas le remplacer. Sinon, je le remplace. Enfin, je l'ajoute, pardon. Donc là, si par exemple j'ai envie d'itérer sur ma map, je vais pouvoir itérer sur ma map comme j'avais fait avant. Et du coup, là, maintenant, mon système va venir boucler. Ah, mais si je lance pas. Va venir boucler sur les différents éléments qui sont dans ma map. Donc là, en fait, ça devient une espèce de collection, le machin. Mais c'est une collection qui ne peut pas avoir deux fois le même élément. Ok? Ok. Et du coup, quand tu crées la H7, là, en mémoire, ça fait tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire Ouais.
cette histoire avec En fait, tu les... peux, tu vois ici, j'ai fait un new. En fait, je peux faire un Ouais, new with capacity et dire que la ouais. capacité du truc, c'est 3. Ok. Et alors, ça va changer quoi, ça, à part les perfs? Et si je lui rajoute... Attends, je vérifie un truc. Ah oui. Non, je vais y arriver. Tu vois que là, maintenant, en fait, ce truc-là, maintenant, au lieu de bouger sur, je sais pas moi, si par exemple il avait défini 1 kg de clés, maintenant, il n'y a plus que 3 clés. Donc ça veut dire que dans la hashmap, il va y avoir certains éléments qui vont être dans la même colonne, en fait. Et on sait la capacité de base d'un H7? On peut la demander. C'est une question con, hein, mais... J'ai jamais été voir. Default. Non, non, non. Ah, je trouverai pas. Ok, non, c'est C'est trop pas... profond dans le majeur. C'est peut-être écrit en dur dans le code. Ok. Et donc, du coup, plus ta capacité est faible, Plus en fait tu plus... vas avoir de probabilité d'avoir de la collision sur tes haches, et si, enfin sur tes haches divisé par le nombre, enfin modulo la capacité de ta map, et donc tu vas faire grandir de plus en plus tes listes qui descendent, enfin qui sont Ok. verticales. Donc, en fait, t'es moins perf, mais tu prends moins de mémoire. Tu peux potentiellement prendre moins de mémoire, mais ça dépend. En vrai, ça dépend. C'est vraiment en Ok, ok. fonction des algorithmes, en fonction de la map, en fonction de ce que tu es en train de stocker, en Ok, c'est fonction pas aussi simple de que ça. l'ère du jour. C'est vraiment très très variable. Donc là, tu vois, j'ai stocké des entiers. Mais est-ce qu'on peut stocker d'autres trucs? Est-ce qu'on peut stocker, par exemple, une structure? Donc là, par exemple, je stocke la structure personne. On va juste lui mettre un âge, c'est pas grave. On pourrait faire le nom après. Si maintenant j'essaye de mettre la personne dedans, donc attends, hop, je vais le forcer à me donner plein d'indications. Mhm. Ah oui, il arrive à le dériver parce que ce truc-là l'est. Ah. Il est trop intelligent, Megas. Ah, dans l'absolu, normalement, on n'est pas censé pouvoir stocker une struct, du coup, dedans, c'est ça? Si tu peux, mais en fait le truc c'est qu'il il a dérivé ce que je voulais faire avant que j'ai le temps de lui expliquer ce que je voulais. Ok. Et tu vois là, ah voilà, merci. Là tu vois, quand tu essayes d'insérer l'élément, tu vas avoir la méthode insert qui va te dire, ben moi j'attendais quelque chose qui possède le trait égal et le trait H. Tu vois ici? Attends, il est où? Ok. Parce que du coup, en fait, Merde, pour on voit stocker pas. la donnée que tu veux stocker, vu comment il Il- fonctionne, tu as besoin de hacher le contenu C'est de ça. la struct, du coup, et de pouvoir la comparer pour pouvoir savoir dans quel index elle est. Dans quelle ligne, en Ah, fait, de tes tableaux verticaux?
Dans quelle ligne de tes... Oui, parce que du coup, tu itères sur les tableaux verticaux et c'est C'est à un moment ça. donné où quand tu as le égal, tu peux en récupérer l'information. Ouais, ok. Exactement. Et du coup, là, il va te demander de dériver equal h et partial ec. Salut Tim. Et donc, pour faire ça, tu as deux manières de faire. Tu as la manière manuelle et tu as la manière automatique. Donc, la manière automatique, c'est tu vas venir rajouter ce qu'on appelle une annotation sur le code. Tu vas lui dire ma structure, elle est h, ma structure, elle est ec, et ma structure, elle est partial ec. Et là, le système va être d'accord. Et on va lui rajouter aussi debug, parce que ça va nous permettre de pouvoir l'afficher. Merde. Hop. Et donc là, maintenant, si on affiche le résultat, en fait, tu t'aperçois que tu es capable d'ajouter dans ton H7 ta personne. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que ce truc-là, tu vas pouvoir aller rajouter toutes les valeurs que tu veux. Donc si par exemple ici tu mets 75 ans, tu vois que là maintenant ma map va avoir deux éléments, 45 et 75. Mais de la même manière que tout à l'heure, si j'ai deux personnes de 75 ans, ces deux personnes de 75 ans n'auront pas, enfin ne seront pas stockées. Parce que justement l'élément qu'on est en train de manipuler n'aura pas le même H. Et donc si on rajoute un autre champ, je sais pas moi, genre, gender, et puis qu'on dit que le genre c'est... Non, on va pas faire ça. Donne-moi un champ à la con. Taille. Ouais, ou name, ou... Je sais pas ce que tu as besoin. Size. Allez, hop. On va mettre un float. Ah non, le float, ça peut pas. Ouais, bon, allez. Si ici tu as deux personnes qui ont le même âge mais qui n'ont pas la même taille, bon, il sera très petit, désolé pour lui. En fait, tu vas avoir quand même trois éléments dans ton tableau. Parce que le H de personne qui a 75 ans et taille 165 est différent du H de personne qui a 75 ans et une taille de 78. Ok, je vois bien. Mais du coup, là, on est que sur des U8. Si on rajoute une struct, enfin dans la struct, un champ avec une string, du coup, ça marche aussi? Si on met un name, par exemple, On peut. parce que ça, il sait le hacher et il saura quand même le... Et, tout à l'heure, tu mettais float, ça marchait pas, float? Ouais, Parce que... en fait, il y a un problème avec les floats, c'est que dans la représentation en mémoire d'un float, on fait des approximations. Et Ouais. d'un coup sur l'autre, en fait, l'approximation n'est pas la même. Donc ça veut dire que tes données sont pas déterministes. Ah ouais, ok. Je Tu peux savais pas que être c'était pas un coup en déterministe. bas, un coup plus haut, un coup plus bas. Donc ça fout la merde. Ok. Bon, j'ai pas d'inspiration. Et ça marche. Et ça marche. Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, en fait, on a ce genre de mécanique? En fait, c'est parce que si tu t'amuses à ne pas implémenter H, il va te demander de l'implémenter. Tu vois, on retombe sur le truc. Il faut que tu l'implémentes pour que ça marche. Mais en fait, tu peux le faire à la main. Tu peux dire j'implémente H
pour personne. C'est un trait, donc tu peux l'implémenter comme tu veux. Ouais. Et ce trait-là va te fournir une méthode qui s'appelle hash, qui va te filer ce qu'on appelle un state. Et le state, c'est quelque chose que l'on utilise pour pouvoir, en fait, calculer le hash de l'élément qu'on est en train de manipuler. Et pour l'utiliser, en fait, ce qu'on va faire, tu vois, ici, on a la référence non mutable sur la personne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire self.name hash de state. Et on va venir faire la même chose pour tous les autres champs. Donc là, on a le name, on a la size et on a l'âge. On s'en fout de l'ordre des champs, ça ne changera rien. Enfin, si ça change, mais si tu restes déterministe dans ce que tu fais, ça marche. Ok. Et là, tu vois, on a 3 éléments. Mais imagine maintenant que je fasse sauter la taille. Ton truc maintenant n'a plus que... On a toujours 3 éléments et il faut que tu fasses sauter le name avec. Ils ont 3 noms différents. Ah putain, ils ont 3 noms différents. Merci. C'est parce que tu m'as fait rajouter le nom. Mon script a déraillé. Tu vois que maintenant, on n'a plus que 2 éléments. Parce que le système qui, avant, faisait de la On a 3. Hein? Bon alors? Il y a 2 ou il y a 3? Il y a 3 éléments là. Je suis pas fou. 1, 2, 3. Bah. 1 plus H. Ah. Surprise! Surprise! Merde. Pourquoi? Comment ça se fait? Ah merde! Ah, je pensais pas que ça allait faire ça, tiens. J'avais pas testé en fait. Ah, du coup, il y a un truc qui nous échappe. Parce que normalement, en fait, il devrait dédupliquer ces deux-là. Ouais, j'entends bien, parce que du coup, le H va être le même sur les deux. Ouais, c'est Enfin, ça. j'entends bien la logique de on implémente le H à la main. Est-ce que du coup, le dérive enfin, le fait que tu l'implémentes à la main, ça va surcharger Bah là, le là, truc? normalement, c'est lui qui fait le truc, ouais. Ah oui, non, t'as viré le H dans le dérive. J'ai Ok, donc viré le H du dérive. C'est et rigolo. si tu renvoies une valeur fixe dans la fonction H, on a combien d'éléments dans la liste? Attends, Non, peut-être directement dans l'implémentation. on va lui demander directement, en fait. Je vais lui demander la taille qu'il fait. Enfin, le H qu'il fait. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que tu peux faire des trucs rigolos avec Rust. Donc là, en fait, il va me renvoyer le H. Ah oui, il va me renvoyer rien du tout. Il va me renvoyer le H, oui. Hop. Hasher. Donc c'est Asus size? Non. Oh! J'aime pas faire du hors-piste. Après, je sais plus où j'en suis. Finish. C'est ça que j'ai oublié de faire. Bah non. C'est pas à moi de le faire, ça. Et ça me renvoie quoi? Ça me renvoie mon chiffre? Oui. C'est ça que je cherchais. Ah oui, ok.
En fait, il faut lui dire de finir le truc. Est-ce que c'est ça? Et là, tu vois, il me renvoie un chiffre. Donc ça, c'est le hash de ma structure. Ok. Et on peut faire la même chose avec l'autre structure. Donc lui, il a 78, c'est ça? Et bah, ils ont le même nombre. Et pourtant, Non, mais on garde trois éléments et pourtant on garde dans la boîte, trois éléments, ouais. dans le 7. Et bah, je saurais pas t'expliquer là, pour le coup. Ok. Un mystère à élucider. Attends, je vais essayer un truc. State.finish. 1, 2, 3. Ben, je sais pas, mec. Ok. Bon, mais c'est un mystère de Rust à creuser. Bah, logiquement, il aurait dû me Ouais, le mais faire. en plus, enfin, tout le déroulé de l'application est logique Bah ouais. et j'en arrive naïvement à la À même penser conclusion. que ça marche, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah, sorry. Non, 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 mais il n'y a pas de. C'est bien de faire du hors-piste justement pour découvrir des petites subtilités comme ça, mais peut-être ça sera l'occasion d'un article de blog quand tu auras trouvé le mystère. Ouais. Ouais. C'est pas le name quand même qui fout la merde depuis tout à l'heure? Ah non. Mais si tu haches que le state, l'âge. Ouais, je sais. Je tente. 1, 2, 3. Bah, mec, je sais pas. Pour le coup, Ouais, c'est rigolo. j'ai aucune idée de ce qui se passe là. Ils auraient pas dû faire ça, mais bon. Ok. Bah, désolé, hein. Non, 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 mais c'est intéressant de. Enfin, on trouvera une explication peut-être en off dans le deuxième temps, mais. Enfin, tu trouveras, parce que moi je trouverai rien du tout. Ouais. Non, là, pour le coup, je sais pas. Bah, tant pis. Désolé. Du coup, euh, et on est d'accord, les valeurs, elles sont différentes, non? H. Et si tu mets juste la dernière personne avec la même taille que la deuxième, juste pour voir ce qu'il te renvoie, là il devrait te renvoyer normalement que deux éléments. Attends, j'essaye juste avec la dérivation. Mais même avec la dérivation, regarde. Ah oui, parce que t'as l'âge et la size qui sont différentes à chaque fois. Il faudrait que tu mettes une personne avec la même taille. Enfin, la deuxième et la troisième personne, il faudrait qu'elle ait la même taille. Parce que là, elles sont différentes vu qu'il Ah oui, prend c'est en vrai. compte les deux traits. Les deux champs dans la structure. Là, normalement, il en met que deux. Là, il en met que deux. Ouais. Si tu réimplémentes ton H, normalement, tu devrais avoir deux aussi. Je me suis perdu dans une explication à un moment. Et là, on a que deux. Oui, bah oui, c'est normal en fait. Oui. C'est normal. Maintenant, si tu changes la size du troisième, Bah, elle va changer, ouais. elle va changer. Et c'est là le problème. Bah non, c'est pas un problème. C'est normal, en fait. C'est pas la même personne.
Oui, mais si tu changes ça et que tu mets le H uniquement sur la size, par exemple, ou uniquement sur l'âge. Non, en fait, oui, c'est ça que je voulais montrer, en fait. Ah, j'y vais, d'accord. Je me suis perdu dans moi-même, en fait. Donc là, normalement, il devrait y en avoir que deux. Parce qu'on a l'âge qui est le mum. Et on en a trois. C'est fou. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Il y a des mystères qui sont faits pour rester entiers. On va dire ça, ouais. C'est comme s'ils s'en foutaient de ce que je lui avais raconté. C'est trop chelou. Et là, t'as pas. Si tu mets un finish là, parce que tout à l'heure, dans le renvoi, il y avait, il y avait pas le finish. Ouais, bah, en fait, le finish, il renvoie à un entier. Mais le truc qui appelle H, en fait, va appeler finish par lui-même. Ok, d'accord. Si tu regardes qu'est-ce que fait réellement le système, en fait, tu peux lui demander dis-moi ce que tu es en train de faire quand tu fais dérive H. H.nightly. Quand on est en nightly, on a accès à des commandes supplémentaires. Ouais. En fait, tu peux lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Ah Et ouais, donc ok, là, par trop bien. exemple, il te dit ce qu'il a fait. Donc là, il a appelé H sur self.age de state. Donc il a fait exactement le code que j'avais fait tout à l'heure. Et après, il implémente d'autres trucs. Genre par exemple, quand tu fais la comparaison entre deux trucs, bah, il va comparer chacun des champs les uns à la suite des autres. C'est ça la magie qui se passe quand tu fais un egg partial egg. Tu vois, et Trop bien. partial Comment egg. ça marche ça? Comment tu fais pour montrer le. C'est Là, directement dans reverse, ça? là, sur mon IDE, c'est je clique sur Show Expanded macro. Mais si tu veux le faire à la main, en fait, tu as une commande qui s'appelle Cargo Expand qui va te permettre de Ok. le faire. Ah oui, parce qu'une macro, du coup, c'est un bout de code qui est exécuté avant le Ouais. reste. Là, ok, ok, top. Bah, je sais plus où est-ce qu'on voulait aller. Ah si, je voulais On aller avait dit. à la HMAP. De toute façon, il va être l'heure. En fait, ce que tu peux faire, en plus d'avoir uniquement des éléments dédupliqués dedans quand le système il veut bien marcher comme j'ai envie qu'il marche. Donc là, par exemple, ici, il marche très bien, hein. Si ici, on a deux... Si on avait la même personne, donc si on avait une duplication de Marcel, ici, on n'aurait que... Ah oui. On aurait que trois. Ici, on n'aurait que 3 éléments. Tu vois? On a 3 éléments ici. Donc ça fonctionne bien. Et du coup, ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut créer ce qu'on appelle une hash map cette fois-ci. Et la hash map, en fait, elle va venir faire une correspondance entre quelque chose qui a le trait h et le trait partial ek et quelque chose. Tu peux stocker un petit peu ce que tu veux après à côté. Donc si par exemple on dit, je sais pas moi, personne n, je sais pas, n majeur, allez hop. Tu vas déclarer ta hashmap comme tu déclares ton h7, sauf que ici tu vas avoir non pas un paramètre, un type, mais deux types. Tu vas avoir le type
de la clé. Donc ici, c'est personne. Et tu vas avoir le type de la valeur. Ici, par exemple, ça va être un booléen. Et tu vas venir déclarer ta hashmap comme tu avais fait avant. Et à partir de là, tu vas pouvoir insérer des nouvelles choses dans ta map. Donc si par exemple on prend notre magnifique Marcel national, on va pouvoir aller insérer à la clé qui est là notre valeur. Donc je sais pas moi, on met bah oui true puisqu'il a X années, 75 ans. Et tu vas pouvoir pareil aller debug ta map. J'ai mis à côté. Hop là. Tu vois que ici, tu n'as pas que personne, tu as 2 points, la valeur que tu as mis dedans. Mais la clé est forcément unique. Et la clé est normalement forcément unique parce que si ici je mets un false, normalement je dois avoir qu'un seul élément. Sinon je me défenestre. Et du coup, le dernier, vu que c'est la dernière fois qu'on a déclaré. C'est ça. Il y a le même système d'assignation qu'en Python avec ou que dans tous les langages d'ailleurs avec les crochets. Si je mets personne, n légal, crochet, la clé, J'ai jamais et que je change ma valeur. essayé. Je pense qu'il doit y avoir peut-être un sucre syntaxique pour aller récupérer un élément. Après, pour aller le mettre dedans, je sais pas. Peut-être. Ah ouais, ok, non, ok. Vous ne pouvez pas assigner un content avec un immutable binding. Donc en gros, ça, ce qu'il me dit, c'est... Alors oui, ça existe, mais pas pour faire ce que tu as envie. En fait, ce que là, je suis en train de faire, c'est faire ça. Moi, je veux juste changer la valeur de true à false. En fait, ici, là, j'ai récupéré le status légal. Qui va être le booléen, en fait, qui va être défini par ça. Mais pareil que quand tu es en train de manipuler un tableau. Donc là, tu vois, ça marche correctement. Je sais pas où il est. Ah oui, je l'ai jamais DBG. On est bien. Ah oui, du coup, tu l'affiches pas, oui. Hop. Tu vois que là, ça marche bien. Il n'y a pas de souci. On a le status légal qui vaut false. Mais si par exemple, j'essaye de récupérer quelque chose qui n'existe pas, je vais avoir un core dump. Parce qu'il n'y a pas la clé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a récupéré la structure que tu lui as donnée. Il a lancé la méthode hash sur la structure, récupéré l'entier du hasher finish, été chercher la clé dans son tableau, chercher la clé du hash quelque part dans la liste qui descend, et il l'a pas trouvé. Ok. Et là, à ce moment-là, il panique. Donc, c'est pas Et à safe ce de moment-là, faire il ça. panique. Et donc, quand tu es en train de manipuler des hashes, en fait, tu vas avoir tout un tas d'API qui vont te permettre de pouvoir faire des choses de manière un peu plus intelligente. Genre, par exemple, si tu veux savoir si le truc est dans ta map, tu vas avoir une méthode qui va faire contain. Et ça va te permettre de savoir si oui ou non ton élément est dedans, avant d'essayer d'aller le chercher, par exemple. Donc là, tu vois que quand tu appelles la méthode contain, il va dire true. Par contre, si tu dis que ça, tu recherches ça, tu vas voir qu'il va mettre false. De la même manière que quand on récupérait... panique. Pardon?
De ce qui permet de vérifier qu'une clé existe et qui permet d'éviter un panique derrière en accident Ouais, et puis exécuté, c'est quoi. utile dans plein d'algorithmes à la con. Et ce qui permet de faire des choses comme on le faisait avec des vecteurs. Genre par exemple le get. Et là, on est venu modifier, on est venu récupérer la valeur associée à cette clé. Mais du coup, on peut également faire ça. Récupérer une référence mutable. Et à partir du moment où on a la référence mutable, On peut la modifier. on peut la Ok. modifier. Ah oui, je vois, je vois, je vois. J'ai encore trop de réflexes pythonistes. Ah oui, c'est une option. Alors, vu que là c'est une option, tu as deux choix. Soit tu es un gros sac et tu fais unwrap, et là ça marche. Mais du coup, si il n'y avait pas d'élément au cul, bah t'es mort. Par exemple, ici, donc je fais mon get mute, mais je fais mon get mute sur quelque chose qui n'existe pas. Le unwrap va paniquer. Parce que tu vas essayer d'ouvrir une option qui vaut none. Le compilateur te le dit clairement. Du coup, la manière la plus propre de faire les choses, c'est de faire ça comme ça. On va utiliser un autre map, sauf que ce map-là, c'est pas un map sur un itérateur, c'est un map qui va venir mapper une option. Et donc là, on va avoir l'option en question et son contenu. Donc ici, par exemple, le contenu de mon somme, c'est x. Donc si j'ai envie de modifier x, c'est ici que je vais le faire. Et ça, par contre, c'est safe. Parce que l'appel sur ce truc-là ne se fera que dans le contexte de j'ai trouvé quelque chose. Donc ça veut dire que le 79 qui est là ne va jamais déclencher. Tu vois que le trou que j'ai voulu mettre ne s'est jamais déclaré à la ligne 36. Mais par contre, si ici c'est vrai, tu vois que là, le trou, il a bien été enclenché. Ok. Donc, tu as plein de méthodes comme ça qui permettent de faire des choses. Il a essayé de me faire des choses et en fait, il s'est planté. RIP, Clippy. Il sait pas toujours tout, hein. Quand on est en train de faire des choses un peu bourrines comme ça, des fois, il s'en mêle les pinceaux. Et dernier truc que je voulais te montrer, en fait, cette map-là, personnel en légal, en fait, tu vas pouvoir itérer dessus. Et pour itérer dessus, en fait, tu vas créer un couple de valeurs et automatiquement, le langage va venir te sortir la clé, donc la personne, et le booléen associé. Donc là, il gueule parce que on est en train de déplacer la valeur. Mais si on... Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je borrow. Un mode value, personne légale. Ah oui, dans le DBG. Il y a Attends, un DBG. je vais lui dire. Il y a un DBG où? C'est ce qui t'indique le DBG. Enfin, Ah oui, ici. Merci. l'aventure. J'avais pas vu que j'avais fait ça là. Ok. Et du coup, tu vas pouvoir afficher ta clé et tu vas pouvoir afficher ta valeur. Tu vois l'idée? Ok. Et donc venir Ouais, je manipuler vois l'idée. et donc manipuler en fait ta map.
comme tu le désires. Puis on est à Ok, l'heure. et là, t'as pas besoin de... Si je fais juste un parallèle avec Python, normalement, quand tu itères sur un dictionnaire comme ça, soit tu itères sur les clés, soit tu itères sur les values, soit tu itères sur les items. En Ah, fait, les tu peux, tuples de oui, les et values. en plus, tu as une commande qui s'appelle entry, qui va te permettre de récupérer un élément qui s'appelle une entry. Euh, Ouais. non, c'est pas entry, c'est entries. Je me trompe de langage? Attends, c'est iter. Je me trompe de langage, je crois. Je crois que je me trompe de langage en fait. Values. Ouais, j'ai les values. J'ai qui values? Putain. Avec list values, ouais. Et par définition, le sucre syntaxique fait que Donc, quand tu itères sur une HMAP, lui, il considère déjà que tu itères sur l'ensemble des items. exactement, c'est ça. Ouais. Donc là, si par Item, exemple je c'est en veux gros un itérer tuple uniquement de... sur les clés de ma map, bah, je vais utiliser la méthode keys. Et si je veux itérer sur les values, je peux itérer sur les Hmm. values. Et si je veux avoir la version mutable de mes values, je peux le faire aussi. Ah, ce qui fait que tu peux modifier C'est dans ce ça. cadre-là. Ok, ok, ok. Tu peux itérer sur ta map et venir faire des modifications en même temps que tu es en train de les lire. C'est tout à fait clair. Bon, tu m'as dit que tu avais besoin d'être tôt aujourd'hui. Donc Hmm. je te propose qu'on arrête là. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions dans le chat. Donc on va vous souhaiter une bonne journée. Et puis on essaiera de creuser un petit peu ces histoires d'implémentation de hash qui ont un peu foiré. Ah, J'essaierai de le blog trouver la incoming. réponse. Et bah, on vous dit rendez-vous pour la prochaine séance. Bonne journée tout le monde.